Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Bienvenue dans cet épisode dédié à l'utilisation de l'intelligence artificielle par les élèves pour les aider dans leurs apprentissages et proposé par Adeline André. Adeline Simonet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Je peux pas, j'ai Sciences Co. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons évoqué l'intérêt des IA pour produire des feedbacks immédiats aux apprenants. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilisation des IA par les élèves de manière un peu plus générale. Et nous allons tenter une interview croisée. Donc Adeline interroge Adeline, partie 1, IA et devoirs à la maison. Adeline, entrons directement dans le sujet. Tu pilotes un groupe de travail sur IA et éducation, et au sein du groupe, vous êtes parti d'un constat précis sur l'utilisation actuelle de l'IA par les élèves dans les devoirs à la maison. Peux-tu nous en parler en quelques mots? Oui, bien sûr. Le constat que nous avons fait est assez frappant. Aujourd'hui, entre 50 et 80% des élèves utilisent de manière autonome les intelligences artificielles génératives pour faire leurs devoirs. On est plutôt autour de 50% au collège et plutôt autour de 80, voire au-delà, au lycée. Alors, certains élèves les utilisent simplement comme un support ponctuel, mais d'autres vont vraiment déléguer leur travail à l'IA. Le problème majeur, c'est que la plupart des élèves utilisent ces IA sans réelle formation, sans comprendre clairement les limites et les risques que cela ça implique. Par exemple, les erreurs générées par les IA ou encore les pertes d'apprentissage si ceux-ci sont délégués. Et il existe de fortes inégalités. Certains élèves ont la chance d'avoir appris à utiliser efficacement ces outils grâce à leur famille, leurs amis ou encore via les réseaux sociaux, tandis que d'autres ne bénéficient d'aucun accompagnement. Et ça va créer un enjeu, je dirais, démocratique, car il devient essentiel de former tous les élèves pour éviter d'accentuer les écarts. Face à ce constat, quels objectifs vous êtes-vous fixés au sein de ce groupe de travail? Alors, nos objectifs, ils sont principalement pédagogiques. Il s'agit d'encadrer l'utilisation de l'IA pour qu'elle devienne véritablement un outil au service des apprentissages et non un substitut à l'effort personnel des élèves. Notre souhait, c'est de leur apprendre ou de les accompagner dans cet apprentissage de l'utilisation des IA avec discernement et autonomie. Un objectif essentiel qui découle est donc de donner à tous les élèves les mêmes chances pour pouvoir utiliser efficacement ces outils grâce à une formation explicite et accessible afin d'éviter de creuser les inégalités déjà existantes. Ces deux objectifs sont très clairs, mais concrètement, quelles sont les recommandations principales que vous formulez? Alors, nous proposons plusieurs pistes d'action. D'abord, il est essentiel de former explicitement les élèves à l'utilisation raisonnée des IA. Il faut leur apprendre à poser des questions pertinentes, à entrer dans ce véritable dialogue sans se contenter de la première réponse fournie. Toujours vérifier les réponses fournies par l'IA, comprendre clairement les limites de ces outils. Nous les alertons également sur l'importance de ne pas partager d'informations personnelles, sur les questions relatives au coût environnemental d'utilisation des IA, puisque ce coût est élevé et il ne faut pas utiliser une IA générative à la place d'un moteur de recherche, par exemple, mais l'utiliser à un moment où ce sera véritablement pertinent. Vous insistez aussi sur l'idée de former les élèves à apprendre à apprendre. De quoi s'agit-il exactement et quel lien avec l'utilisation de l'IA? Oui, c'est une bonne question et c'est un élément central de nos recommandations. Il s'agit d'expliquer aux élèves comment ils apprennent, quelles sont les différences entre mémoriser, automatiser une procédure, comprendre une notion, transférer une compétence ou encore contourner une difficulté. En comprenant ces distinctions, les élèves sauront précisément quand et comment l'IA peut être utile et quand ils doivent impérativement faire les efforts par eux-mêmes. Par exemple, l'IA peut aider un élève à comprendre, à automatiser, à mémoriser, mais l'IA ne va pas permettre à l'élève de mémoriser. L'IA ne va pas mémoriser à sa place. Et donc, il y a un contexte
qui va permettre d'utiliser ces IA de manière efficace. Vous avez également élaboré un système de codage clair pour guider les élèves dans leur utilisation de l'IA. Peux-tu détailler cette approche? Oui, alors là, il s'agit d'une recommandation qui s'adresse plutôt aux enseignants et qui consiste à proposer d'attribuer un niveau précis d'autorisation d'usage de l'IA à chaque devoir à la maison. Et nous avons fait un choix sur un code le plus simple possible. Donc notre proposition, c'est un code de 1 à 3. Niveau 1, l'élève peut utiliser l'IA librement sans avoir à rendre compte de son utilisation. Donc c'est l'élève qui choisit d'utiliser ou non une IA et on valorise l'autonomie et la décision de l'élève. Niveau 2, l'élève est autorisé à utiliser une IA, mais cette fois, il doit explicitement rendre compte de comment il l'a utilisée, quels outils il a utilisés, quelles questions il a posées, on pourrait dire quel prompt il a proposé, et de faire une analyse critique de ce que l'IA lui a proposé comme réponse. Le niveau 3, c'est cette fois une utilisation fortement déconseillée de l'IA, donc non-utilisation de l'IA dans un exercice ou dans une tâche, car cet exercice ou cette tâche doit être réalisé entièrement par l'élève lui-même afin de garantir l'acquisition réelle des connaissances ou des compétences visées par ce devoir à la maison. Alors, ce niveau 3, nécessite d'expliciter aux élèves pourquoi il est déconseillé d'utiliser une IA, mais également de fournir aux élèves l'étayage nécessaire pour que la tâche soit réussie en autonomie. Si les élèves sont en difficulté pour réaliser cette tâche, ils chercheront, et je dirais de manière pertinente, une aide extérieure. Et cette aide extérieure, elle peut être un membre de la famille qui peut aider, ça peut être un professeur particulier, mais ça peut être une IA générative. Et donc ce système de codage sur 3 niveaux, qu'il nous semble simple, opérationnel, va permettre de clarifier et d'uniformiser les attentes des enseignants et d'éviter les ambiguïtés d'utilisation par les élèves. Effectivement, cette explicitation me paraît essentielle. Le projet que j'ai mené avec mes élèves et dont nous parlerons tout à l'heure est donc entre le niveau 1 et le niveau 2. Ils ont été effectivement tout à fait autorisés à utiliser l'IA, mais devaient expliquer comment et en faire une analyse critique. Oui, tout à fait. Vous avez aussi une recommandation originale concernant la fourniture de documents pédagogiques en format PDF. Peux-tu expliquer l'intérêt pédagogique de cette approche? Oui, hem, en fait, les intelligences artificielles génératives produisent des résultats, en allant utiliser l'ensemble des informations auxquelles elles ont été soumises au cours de leurs apprentissages. Et si on fournit ce que moi j'appelle un corpus sécurisé, donc voilà, par exemple des cours sous forme de PDF, donc un corpus sécurisé aux élèves, en fait, les résultats que vont produire ces IA seront, on peut dire, de meilleure qualité puisque, sur un périmètre sécurisé avec des contenus qui auront été vérifiés par des enseignants. Et donc, en fournissant aux élèves des cours sous format, par exemple PDF, mais ça peut être sous d'autres formats ou des traces écrites qui ont été co-construites en classe et validées en classe, on va ainsi permettre d'interagir avec une IA sur des contenus dont on sait qu'ils sont sûrs, pertinents pour les apprentissages. Et ça va permettre notamment aux élèves de demander aux IA de générer des quiz, des résumés ciblés, des reformulations, des compléments de compréhension qui seront beaucoup plus efficaces pour accompagner les élèves. Très bien. Vous avez également élaboré une fiche d'accompagnement pour les élèves. Quelle est l'idée derrière cet outil? Alors, cette fiche, c'est donc un document en plusieurs pages qui est un outil qui s'adresse aux élèves. Et l'objectif, c'est bien sûr d'enseigner aux élèves comment interagir efficacement avec une IA. Dans ce document, nous avons précisé des éléments, par exemple, comme comment rédiger un prompt, comment rédiger cette fameuse demande à une IA générative pour obtenir une réponse réellement utile. Là encore, nous avons souhaité avoir quelque chose de simple et donc en deux étapes. Mmh, préciser d'où on parle, qui on est et ce que l'on veut et ensuite, donner le plus d'informations possible, être le plus précis possible. Donc l'idée, c'est véritablement d'encourager des demandes précises, adaptées à chaque situation d'apprentissage,
par exemple permettant de vérifier la compréhension d'une notion ou de tester leur mémorisation d'un cours. As-tu un exemple concret à nous donner? Oui, et par exemple, plutôt que de demander simplement à l'IA «aide-moi à réviser», l'élève va apprendre à formuler une demande beaucoup plus précise comme «Je suis élève de quatrième, je travaille actuellement le théorème de Thalès, peux-tu me proposer 10 questions précises pour vérifier ma compréhension des points clés du cours?» Et là, on voit à quel point cette deuxième formulation sera beaucoup plus efficace dans l'accompagnement de l'apprentissage. Et je pense par exemple à des dispositifs tels que Devoir fait ou le tutorat, qui pourraient être des espaces privilégiés pour guider les élèves dans cette démarche. Oui, tout à fait. Et nous accompagnons justement certaines équipes, donc ça commence, hein, sur devoir à la maison, devoir fait et utilisation de ces IA. Tout à fait. Avant de conclure, quel message souhaites-tu adresser aux élèves concernant leur usage de l'IA? Alors, mon message serait le suivant. Les intelligences artificielles génératives peuvent être des tuteurs très utiles, mais elles ne remplaceront jamais et elles ne doivent pas remplacer ses propres réflexions. Elles ne remplacent pas la capacité à apprendre par soi-même. Elles ne doivent pas remplacer les interactions avec d'autres individus, que ce soit les enseignants, des accompagnants ou les camarades. Et donc, il faut apprendre à en faire un usage raisonné, critique, toujours actif. C'est la clé pour que ces IA deviennent véritablement des outils d'apprentissage et non une béquille qui va limiter l'autonomie intellectuelle. Merci beaucoup, Adeline, pour ces explications éclairantes et inspirantes. J'aurais peut-être une dernière question que doivent également se poser nos auditeurs. Peut-on trouver les productions du groupe de travail? Alors, ces productions ont été rassemblées en un document qui n'est pas si long et ce document que donc nous avons produit est accessible par un lien, sur lequel les collègues peuvent cliquer et ce lien est présent dans le descriptif de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup pour, ces questions qui, m'ont donné l'opportunité de présenter ce travail et c'est à présent à mon tour de t'en poser et nous allons donc passer à la deuxième partie où toujours Adeline interroge Adeline dans cette partie 2 autour d'un projet pour former les élèves à l'utilisation pertinente de l'IA. Dans la suite de cet épisode, nous changeons donc un peu les rôles. Adeline, tu mènes actuellement un projet que j'ai vraiment trouvé très intéressant sur l'intelligence artificielle générative avec tes élèves de terminale. Peux-tu nous présenter ce projet? Avec plaisir. Il s'agit d'un projet dans lequel les élèves de terminale doivent réaliser, en équipe, une production pédagogique pour informer leurs camarades de seconde sur les usages pertinents des IA génératives. L'idée est vraiment de leur permettre de comprendre comment ces outils peuvent les aider dans leurs apprentissages tout en étant conscients de leurs limites. Ah oui, voilà, c'est très intéressant. Et quel est précisément l'objectif pédagogique de cette initiative? L'objectif principal est double. D'une part, je souhaite que mes élèves de terminale s'approprient pleinement et de façon critique des connaissances sur l'IA en devenant eux-mêmes créateurs d'un support pédagogique. D'autre part, ce projet a vocation à sensibiliser les élèves plus jeunes, donc ceux de seconde, en leur offrant une ressource claire et adaptée à leur niveau pour comprendre comment utiliser efficacement les IA génératives. C'est un projet assez ambitieux, donc de mettre en lien les élèves de différents niveaux. Comment est-il organisé concrètement? Alors, pour les élèves de terminale, j'ai structuré ce travail autour de 4 séances principales. Chaque séance a une fonction bien précise. Planification, contrôle, régulation et bilan. Lors de la première séance, les élèves définissent clairement leurs objectifs, planifient leur calendrier et répartissent les tâches en justifiant chaque choix. Les séances suivantes permettent un retour régulier sur les réalisations, d'ajuster le calendrier si besoin, de gérer les difficultés rencontrées et surtout d'encourager une réflexion métacognitive permanente chez les élèves. Mmh. Et tu sais à quel point ces réflexions métacognitives sont importantes. Et justement, tu évoques cette, réflexion métacognitive. Peux-tu nous préciser un petit peu comment tu l'as accompagnée et ce que tu entends par là? Alors oui, bien sûr, à chaque étape,
Je guide les élèves dans la rédaction d'un carnet de bord en leur suggérant des questions réflexives à se poser. Par exemple, ai-je compris ce qui était attendu? Ai-je réussi à réaliser mes tâches? Ou encore, quelles difficultés avons-nous rencontrées et comment pouvons-nous les résoudre? C'est un travail qu'ils trouvent inhabituel et difficile. Certains, parce qu'ils réalisent instinctivement cette démarche réflexive et ont du mal à l'expliciter, et d'autres, parce qu'ils ne savent pas réaliser cette démarche réflexive. Par leurs échanges entre pairs et avec mon aide, lorsque je passe dans les groupes, ils ont pu progressivement développer cette faculté indispensable d'apprendre à penser le faire pour pouvoir ensuite apprendre à faire. Ainsi, cette démarche les pousse à réfléchir explicitement sur leur façon d'apprendre et de collaborer, tout en les aidant à identifier clairement les points à améliorer. Ah oui, c'est très intéressant de t'entendre parler, de ce rapport des élèves à la métacognition. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce carnet de bord? Quelle est son utilité dans ton dispositif? Le carnet de bord est effectivement un outil essentiel dans ce projet. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai rédigé en écoutant Je peux pas, j'ai Sciences Co, épisode 5, sur les questionnements métacognitifs généraux. Pour ce carnet de bord, j'ai opté pour une version numérique et collaborative qui permet aux élèves de documenter précisément leur démarche. Ils y notent leurs sources d'informations, leurs échanges avec l'IA et surtout leurs réflexions métacognitives que nous venons d'évoquer. C'est à la fois un outil d'organisation, de réflexion, mais aussi d'évaluation formative très précieux pour eux comme pour moi. En effet, je peux notamment en lire l'avancée chaque semaine et ainsi gagner en efficacité dans les conseils individualisés que je donne à chaque groupe lors des séances en classe. Mmh. Et il me semble que tu laisses aussi beaucoup de liberté aux élèves sur la forme que peut prendre leur production finale, ainsi que, sur son contenu. Pourquoi as-tu fait ce choix? Alors, on est en fin de terminale, les élèves sont donc à la porte du supérieur. Et donc, je tenais à leur proposer un dernier projet dont ils seraient pleinement acteurs, aussi bien individuellement que collectivement, tout en stimulant leur créativité. Concernant la forme, certains ont opté pour une vidéo, d'autres pour un podcast, un magazine, une infographie ou un site internet. Et concernant le fond, certains projets ont fait ressortir plutôt l'impact écologique ou la problématique des droits d'auteur, et d'autres se sont centrés sur des conseils de stratégie d'utilisation pour favoriser l'apprentissage, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Ils auraient d'ailleurs souhaité pouvoir être davantage encore acteurs de ce projet et être présents pour accompagner les élèves de seconde lors de la séance de transmission de leur production. Alors, j'ai pas pu le mettre en place cette année, mais c'est une piste à creuser pour l'année prochaine. J'ajouterai que ce type de projet, qui nécessite un assemblage de compétences variées dans un espace de liberté important, permet à chaque élève de mettre en valeur les siennes. C'est un atout pour développer leur confiance en eux et permettre l'engagement de chacun. Je pense en particulier dans les enseignements du tronc commun où l'hétérogénéité scolaire et motivationnelle des élèves est souvent très importante. Mmh. Et pour avoir, vu certaines productions, des élèves, je dois dire que j'ai été très impressionnée parce que certains groupes, avaient produit à la fois, sur la forme et sur le fond. Donc, vraiment je trouve que cette expérience est très positive. Est-ce que tu as des retours, que tu peux déjà observer, chez tes élèves en termes d'apprentissage ou d'impact sur leurs apprentissages? Alors, les élèves apprécient particulièrement la dimension concrète et responsabilisante du projet. Ils découvrent également que travailler sur un sujet comme l'IA leur permet de mieux comprendre ses potentialités et ses limites réelles. Enfin, j'observe qu'ils développent des compétences importantes telles que l'organisation en équipe, la gestion de projet et surtout un esprit critique renforcé. Mmh. Autant de compétences qui sont fondamentales, à la fois, donc toi, tu as des élèves de terminale pour le supérieur, mais aussi, pour la vie, citoyenne. Alors avant de conclure, quels seraient les conseils clés que tu pourrais, proposer, donner, formuler à d'autres enseignants qui voudraient mettre en place un projet similaire? Alors, trois conseils principaux me viennent à l'esprit. Premièrement, accompagner très clairement les élèves dans la démarche métacognitive en leur proposant régulièrement des questions réflexives. C'est à la fois essentiel et vous verrez que c'est
très difficile pour les élèves. Deuxièmement, encouragez-les à documenter systématiquement leur processus grâce à des outils comme le carnet de bord, par exemple, hein, ce qui facilite la gestion du projet. Et troisièmement, accorder une réelle liberté aux élèves pour choisir la forme finale de leur production, par exemple, hein, mais ça peut être un autre espace de liberté, car cela augmente significativement leur motivation et leur créativité. Eh bien, merci beaucoup Adeline d'avoir partagé avec nous ce projet inspirant. Merci à toutes et à tous pour vos écoutes. Je me permets de vous signaler que dans les commentaires, vous trouverez un lien, donc un second lien, mais cette fois vers des exemples de carnets de bord complétés par les élèves, ainsi que des exemples de leur production. Donc un grand merci Adeline pour ce partage et un grand merci aussi aux élèves d'avoir accepté de partager leur travail. À bientôt dans un futur épisode où vous savez que les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.